beaucoup, Jérôme. J'appelle tous les intervenants que je remercie de participer à cette table ronde. Madame Ronet, je ne l'ai pas vue. Madame Samadi, vous êtes directrice du développement et de l'innovation à Sogaris. Monsieur Arfi, je l'ai vu tout à l'heure, mais peut-être n'est-il pas encore là. Madame Ronet, donc vous êtes notaire associée à l'étude Chevreux. Vous nous évoquerez avec nous la planification et les outils juridiques. Madame Samadi, donc directeur du développement et de l'innovation de Sogaris, vous évoquerez les nombreux projets que porte Sogaris dans la zone dense et dans la métropole. Monsieur Arfi, je ne le vois toujours pas. Monsieur Defrel, vous êtes adjoint au maire. Ah, pardon, excusez-moi. Monsieur Arfi, pardon, vous êtes directeur général de Goodman. Vous évoquerez notamment le projet très emblématique que vous portez à Gennevilliers avec Green Doc. Monsieur Defrel, vous êtes adjoint au maire de Stein et conseiller territorial en charge des transports et des déplacements de pleine commune. Vous évoquerez pour un territoire la manière dont on peut intégrer la logistique sur un territoire en mutation. Monsieur Marcillot, vous êtes vice-président délégué à la logistique et au fret au sein de l'EPT Grand Orly-Seine-Bièvre. Vous êtes maire de Rungis et conseiller métropolitain. Vous évoquerez aussi pour un territoire la manière dont on prend en compte la logistique sur un territoire métropolitain. Et Monsieur Sadé, vous êtes directeur leasing et capital déploiement de Prologis. Avant de commencer notre table ronde, quelques petits mots d'intégration. On l'a vu, cette journée montre bien l'importance de la logistique, l'importance stratégique de la logistique pour la ville. Elle nous a bien montré ce matin au travers des interventions et puis on vous invite à aller voir aussi après les pitchs et le salon. On voit que la logistique est porteuse de beaucoup d'innovations. Elle est porteuse d'enjeux diversifiés qui s'expriment sur un territoire qui est très contraint et où les effets de concurrence d'usage se posent. Pour pouvoir avoir une logistique décarbonée et optimisée dans les centres urbains, dans les zones hyperdenses, on voit bien qu'après une logique de desserrement, il faut réintégrer de la logistique dans la ville, réintégrer la logistique dans l'urbain avec ses contraintes pour pouvoir être au plus près des zones à livrer et pour pouvoir les livrer de manière décarbonée. C'est donc l'enjeu du foncier que nous allons aborder dans cette table ronde, qui est un enjeu et un besoin important pour la logistique urbaine, et la manière dont on peut produire en zone urbaine du foncier sur du foncier existant. Je vais donc laisser la parole aux hommes de l'art et je vais commencer par Monsieur Sadé de Prologis. Prologis est développeur et propriétaire. Votre territoire d'intervention, c'est plutôt le territoire de la grande logistique qui est en partie sur la métropole, mais qui, même quand elle est en dehors de la métropole, l'alimente et est un peu le cœur du réacteur de la logistique métropolitaine. Les opérations que vous portez, vous allez nous en présenter une que vous portez à Moissy, sont consommatrices de foncier, mais elles permettent aussi une optimisation au travers de la centralisation des stocks. Vous portez un projet très innovant à Moissy que vous allez nous présenter aussi sur l'aspect des services qu'on offre aux salariés, mais comme vous ouvrez cette table ronde, peut-être un mot d'abord sur la nécessité d'une vision globale et du maillage, et puis après je vous laisserai présenter votre projet à Moissy. Merci. Vous m'entendez ? Oui. Merci beaucoup. Bonjour, tout d'abord Vincent Sadé, donc je suis le nouveau directeur du développement et de l'investissement de Prologis pour la France. Donc effectivement, le foncier est rare, le foncier est compliqué à trouver. Prologis est un acteur traditionnel de logistique traditionnelle, classique, XXL, plutôt en périphérie des villes. Il s'avère qu'aujourd'hui, Prologis a un peu plus de 3 millions de mètres carrés de logistique en France. Et la logistique urbaine, définie chez nous comme la logistique intra à 86, représente plutôt quelques pourcents, alors qu'à terme, on viserait plutôt 10 à 15% de notre patrimoine final en logistique urbaine. Les mouvements la demande pour nous se base surtout sur celle de nos clients. Et si on a décidé d'axer une partie de notre développement vers la logistique urbaine, c'est aussi parce que les clients le demandent. Et c'est pour avoir un meilleur maillage, un maillage plus proche des populations, plus proche des territoires.
c'est pas dans mon propos d'expliquer exactement la logistique urbaine. On a comme mission aujourd'hui de vous expliquer un projet que l'on a travaillé et qui est déjà livré. Donc c'est un projet qui est déjà existant à Moissy-Cramayel. Alors Moissy-Cramayel, on ne peut pas dire que ce soit intra 86, c'est certain. En revanche, c'est dans une zone qui est évidemment de plus en plus urbaine, mais qui malgré tout avait les contraintes de ne pas artificialiser les sols, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a fait à Moissy? On a converti une friche industrielle pour développer un bâtiment de 100 000 m² pour Monoprix, pour sa filiale logistique de Samada. Et sur ce terrain-là, nous n'avons pas artificialisé 1 m² supplémentaire. Au contraire, on a réuni 3 bâtiments logistiques de Samada dans un seul, ce qui a permis de réduire drastiquement les flux. Cette rationalisation des flux est évidemment très importante par rapport aux nuisances de pollution qu'il pourrait y avoir liées à ce site-là. C'est aussi un bâtiment qui est zéro carbone, c'est-à-dire que l'on a compensé toutes les émissions carbone à la fois de la construction, de l'utilisation pendant 50 ans et de la destruction théorique du bâtiment. Ça nous a permis d'avoir la certification zéro carbone, qui est la première certification au monde pour un bâtiment logistique. Mais ce n'est pas suffisant, il faut aussi, quand on a un client comme ça, madame, et comme tous les clients qu'on peut avoir dans le portefeuille, il faut arriver à apporter des services pour que les employés de nos clients se sentent bien sur nos parcs. C'est ce que l'on fait à travers on va dire la thématique ou la marque Park Life chez Prologis, une marque qui regroupe des services pour nos clients. Ici, à Moissy, on a une crèche, un restaurant d'entreprise, on a des services de transport parce que justement cette logistique dite traditionnelle en périphérie des villes nécessite beaucoup d'employés mais qui n'ont pas nécessairement accès à des moyens de transport. Donc on a des bus dédiés pour aller sur nos sites. Tous ces services qui permettent d'augmenter le bien-être des employés de nos clients, donc de nos clients, et qui permettent d'augmenter l'attractivité de nos sites. Est-ce que vous voulez plus de précisions sur le projet ? Avec plaisir. Alors, c'est la thématique Park Life et les services que l'on a sur le parc, c'est aussi à l'intérieur du bâtiment. Le bâtiment Samada on a livré pour Monoprix est un bâtiment où on a évidemment une performance environnementale assez exceptionnelle. C'était le zéro carbone, c'est aussi le BREEAM Outstanding. C'est aussi un bâtiment où on a intégré de la géothermie, du photovoltaïque, ce qui a permis de réduire évidemment les consommations d'énergie, et notre client aujourd'hui le voit. Ça a permis aussi à travers notre chantier vert de réduire de 75% les déchets sur notre chantier. On a aussi une cour camion qui permet une perméabilisation des sols qui permet aux eaux de retourner dans le sol. La somme on va dire, de toutes ces petites actions fait de ce bâtiment un bâtiment vertueux, et en plus l'avoir construit sur une friche industrielle qui l'était pour le coup un peu moins, ça permet d'avoir à travers un bâtiment logistique d'une taille assez impressionnante un bâtiment vertueux. Merci beaucoup. On voit effectivement dans ce que vous dites l'innovation et ce que ça apporte, la renaturation, et puis ce sont aussi des contraintes auxquelles vous devrez faire face par la suite. Monsieur Arfi, on était là dans la grande logistique. Cette grande logistique, vous la connaissez, puisque Goodman travaillait sur ces grandes zones de desservement en Île-de-France, en région lyonnaise et dans les Hauts-de-France. Aujourd'hui, vous avez choisi de vous reconcentrer sur la zone dense. Vous y portez un projet très emblématique, Green Park, au port de Gennevilliers, avec un site sur 4 étages qui sera construit sur un foncier qui est déjà un foncier logistique. Ce projet a été lauréat un appel d'offres d'Aropa. Donc nous sommes impatients également de découvrir votre projet que je vais afficher immédiatement. Peut-être avant de nous le présenter, pouvez-vous nous présenter les enjeux auxquels le projet lauréat devait répondre? Merci Nathalie. Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, beaucoup d'enjeux évidemment. Donc alors c'était Green Dock, le projet, pas Green Park. Pardon, excusez-moi. Dans les enjeux, effectivement, donc on est sur un format assez inusuel finalement dans notre secteur d'activité, qui est l'appel à projet, qui laisse beaucoup de champ libre finalement à la créativité, alors avec de la matière première, j'allais dire exceptionnelle, comme l'est le port de Gennevilliers. Là où ça devient effectivement très intéressant, c'est que Aropa, en tant qu'autorité portuaire, avait érigé en principe de base sur ce projet-là un certain nombre de principes
auxquels l'ensemble des candidats devaient répondre, au rang desquels, alors, j'allais dire des principes qui sont relativement classiques, en tout cas pour ceux qui font de l'immobilier, la partie intégration architecturale, par exemple, on a beau être dans un port, pour autant c'est absolument pas un sujet qui est à négliger en tant que tel. L'environnement également, avec un accent un peu spécifique quand on dit environnement, ça ne vous dirait rien dire, mais sur l'aspect plutôt de la décarbonation, à la fois du bâtiment en tant que tel, mais aussi des occupants du bâtiment, des exploitants. Évidemment, on est quand même sur un port, donc la multimodalité, et dans quelle mesure le projet pouvait apporter finalement quelque chose de plus par rapport à ce qui existait ou ce qui existe aujourd'hui en termes d'infrastructure sur le port. Je rappelle que le port de Gennevilliers, non pas bimodal, mais trimodal. Donc on a à la fois le fleuve, mais on a aussi la voie ferrée, on l'oublie souvent. Voilà, donc on avait énormément d'enjeux et notre proposition a été d'essayer d'en faire le concentré au travers d'un projet qui, je crois, aujourd'hui est assez unique de par certaines caractéristiques dont on va, je pense, Nathalie, parler désormais. Mais vous avez tous respecté à tel point le temps qu'il vous reste un petit peu de temps, si vous souhaitez, pour présenter encore ce projet, peut-être sa compacité, l'aspect multimodal. Ouais. Et puis, Oui, alors sur le projet... Sur le projet en tant que tel, c'est difficile d'en parler en si peu de temps, mais il y a deux grands éléments au fait, qu'on a choisi de mettre en avant et qui ont été les partis pris, qui ont finalement guidé toute la conception de ce projet, qui a duré quand même 1 an. Hein. Donc c'est un processus qui est très long. Au premier rang desquels la multimodalité, et j'allais dire au deuxième rang desquels, mais c'est celui qu'on voit le plus sur les images, c'est la densification, qui va de pair avec la zéro artificialisation. Sur la partie multimodale, pour bien comprendre, donc aujourd'hui le port de Gennevilliers est équipé d'infrastructures, ça va de soi, on a des portiques de déchargement. On a un port qui est tourné plutôt vers Le Havre aujourd'hui, qui permet de gérer de la massification de flux depuis Le Havre, évidemment au-delà du Havre, mais en tout cas depuis Le Havre vers le port de Gennevilliers. Néanmoins, pour un projet comme celui-là, étant donné la localisation de Gennevilliers, on est en plein dans la zone dense. On a jugé, et pas seulement nous, mais les clients qui nous ont accompagnés, les futurs exploitants qui nous ont accompagnés dans le processus, on a jugé qu'il fallait qu'on rajoute quelque chose pour rendre ce projet-là apte à faire de la logistique urbaine. Voilà, parce qu'on pourra recevoir des flux containerisés depuis Le Havre, mais ce qui manque aujourd'hui, c'est cette capacité à utiliser le fleuve, qui est très peu utilisé, malheureusement, pour aller desservir la zone dense et Paris Intramuros en particulier. Donc on a poussé les curseurs un peu plus loin que d'habitude, puisqu'on est allé jusqu'à proposer la construction d'un ponton sur la Seine directement, qui va venir créer ce lien physique qui manque aujourd'hui entre le bâtiment et le fleuve, de sorte que, au-delà des opérations à proprement parler de préparation qui vont avoir lieu dans le bâtiment même, on puisse derrière envoyer des véhicules complets sur des barges qui elles-mêmes auront cette capacité à emprunter évidemment la Seine sur ce qu'on appelle l'aval, donc en direction de la livraison, et décharger ces mêmes moyens porteurs, donc en particulier camions électriques ou vélos de livraison, directement en fait sur les quais de déchargement qui sont positionnés aujourd'hui tout le long de la Seine et qui font l'objet également d'un programme d'investissement de la part à la fois Aropa et VNF. Donc ça c'est pour la multimodalité, très spéciale. Le deuxième élément qui rend ce projet-là assez unique, c'est sa densité, sa compacité. On est sur un projet qui présente 6 étages en tout. Hein. On a un sous-sol qui va venir rassembler l'ensemble des parkings, de sorte qu'à ce qu'on puisse faire disparaître les véhicules du paysage. On a 4 niveaux d'exploitation et au-dessus, on utilise également la 5e façade, donc le toit, pour venir y installer des panneaux solaires d'une part, pour rendre le bâtiment autonome en énergie, et d'autre part une ferme urbaine, parce qu'on pense que ça a beaucoup de sens sur une toiture de cette dimension-là. La résultante, c'est que, évidemment, on a beaucoup de mètres carrés, stricto sensu, on a beaucoup de surface de plancher, 90 000 mètres carrés, mais au sol, on a une emprise de notre projet qui est inférieure à l'emprise des bâtiments qui existent aujourd'hui, qui sont les anciens magasins généraux, pour ceux qui connaissaient, qui datent des années entre 50 et 70, et qui sont dans un état effectivement de désuétude totale qui nécessitait une reconstruction. Donc on va démolir circulairement, reconstruire au-dessus, redensifier dans des proportions effectivement jamais vues jusqu'à présent, en tout cas en Europe, pour exploiter au mieux le foncier et faire preuve du maximum de sobriété possible.
Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir fini sur la compacité et sur la verticalisation, puisque maintenant c'est à Madame Samadi de prendre la parole. Et évidemment, la verticalisation, on la connaît bien chez Sogaris. Hein. Vous êtes un acteur incontournable de la logistique en zone hyperdense, et puis vous avez fait aussi évoluer notre vision de la logistique et des bâtiments logistiques. Vous portez beaucoup de projets, et ces projets font que vous avez aussi une vision globale de ce maillage. Et donc peut-être pour boucler cette question, tout d'abord du maillage, avant que vous nous présentiez vos projets. Bonjour à tous. Je suis déjà extrêmement impressionnée. Je trouve que c'est une très bonne illustration de ce maillage. C'est exactement les projets dont on vient de se parler, qui ne sont pas forcément à l'intérieur du Grand Paris, mais qui y participent et qui sont vraiment des constitutifs de ce qu'on appelle la logistique urbaine et de la vision qu'on porte. Effectivement, la logistique, je pense qu'ici, tout le monde en est convaincu, mais c'est important de se le redire, ça ne se joue pas à l'échelle d'un immeuble, d'un actif, mais c'est vraiment une question d'urbanisme, c'est à l'échelle d'un territoire qu'elle se joue, que se joue l'attractivité, l'efficacité opérationnelle pour les acteurs, et bien sûr l'impact sur les flux, ça se joue à l'échelle d'un ensemble de sites. Et historiquement, c'est vrai que cette logistique, elle est un grand impensé de l'urbanisme. On s'est dit pendant très longtemps la même chose sur l'urbanisme commercial, et il a fallu 40 ans pour réparer et avoir une vision. Et on est dans un moment où effectivement c'est extrêmement important d'avoir cette vision à l'échelle d'un territoire de ce que peut être un maillage logistique, pour redonner, on va dire, une cohérence géographique à ces implantations. Il y a 5 ans, il y a un peu plus de 50 ans, le schéma d'aménagement de Paul Delouvrier de l'Île-de-France prévoyait finalement cette organisation spatiale de sites logistiques. Les plateformes de Gare au Nord et la plateforme Sogaris sont héritées de cette vision en bordure, à proximité de la 86, où il y avait une organisation des flux et une logique pour approvisionner à l'époque l'agglomération parisienne. Au fil du temps, finalement, cette vision d'aménagement du territoire s'est perdue. Les implantations logistiques ont suivi d'autres logiques, des logiques d'opportunités foncières, de plus en plus loin, des logiques de rationalisation des coûts. Et donc, on revient dans une nouvelle ère où il faut ramener finalement une géographie de la logistique à l'échelle du territoire, et donc construire ce maillage pour redonner à la fois une complémentarité dans les sites, une cohérence spatiale, et puis répondre à tous les enjeux de fonctionnalité de la logistique d'approvisionnement. On est dans une logistique de distribution sur la logistique urbaine, et donc avoir des fonctions de stockage, des fonctions de transit, des fonctions de distribution. Ce maillage, il va permettre de remplir finalement ces différentes fonctions et de répondre aussi à un nouvel enjeu qui est la diversification des usages à travers différentes échelles de sites, à travers un certain nombre d'innovations également. Merci beaucoup, parce qu'effectivement, votre première réponse à cette question montre bien que le maillage, c'est pas seulement un maillage de foncier, pas seulement un maillage de bâtiments. Vous avez présenté des bâtiments qui sont très différents, même si dans leur conception, eh bien, ils reprennent certains éléments d'innovation qu'on retrouve parmi tous ces projets que vous portez. Et en même temps, ces projets, ils ont des formes immobilières, ils ont des tailles différentes, ils répondent à des usages différents. Je pense que c'est important. Vous êtes acteur de l'immobilier, on a des acteurs du territoire, des acteurs du juridique. Il y a peut-être un acteur qui n'est pas présent, mais qui est peut-être presque le plus important, c'est ceux qui vont occuper aussi les sites que vous construisez, qui vont faire de la performance. Donc, plusieurs usages, plusieurs fonctionnalités, et donc on a des fonciers adaptés à certains usages, à certaines fonctionnalités. Et le fait que vous soyez sur beaucoup de projets, également de tailles différentes, eh bien comment on peut traduire ces enjeux, comment vous traduisez ces enjeux sur les différents projets. On a affiché des projets qui, y compris, sont assez différents. Hein. Peut-être si vous pouvez nous dire un mot de ces projets, l'immeuble inversé, le P4 ou les Ardoines, qui répondent à des fonctionnalités et à des formes urbaines différentes.
Alors, je ne sais pas du tout dans la gestion du timing le temps que j'ai parce que je serais vite intarissable pour parler de ces projets. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi, ce sont des premières réalisations. En tout cas, nous, ça fait on va dire une décennie qu'on réalise des projets de logistique urbaine de façon hyper urbaine. Notre premier projet, Beaugrenelle, a 10 ans maintenant. Et donc, on a multiplié des formes assez inédites au fil de chaque projet. Donc, rapidement, là, vous avez 3 échelles très différentes avec des fonctions différentes qui répondent à des contextes urbains très contrastés. Vous avez le premier qui est l'hôtel logistique des Ardoines, qui sera le deuxième gros hôtel logistique de Sogaris dans le Grand Paris, donc qui est un ensemble qui s'inscrit dans une opération d'aménagement sur un projet de 35 000 m² qui mêle logistique et activité, mais complètement intégré dans un tissu urbain. Donc c'est là aussi une certaine forme de densité, alors moins dense que Green Dock, mais on est aussi sur de la logistique à étage et avec un traitement architectural, un enjeu d'intégration des flux et d'intégration urbaine extrêmement important, et une dimension, on va dire, aussi d'apport au territoire qui se traduit ici, alors bien sûr par les usages et les fonctionnalités sur les acteurs qu'on va accueillir, notamment des PME ou des TPE sur la partie activité, mais également 6 000 m² d'agriculture urbaine qui vont contribuer à la végétalisation du territoire, à la lutte contre les îlots de chaleur, et typiquement un hôtel logistique, c'est un immeuble servant qui permet de rendre ce service à la ville, et c'est cette vision-là qu'on a de ces actifs logistiques qui viennent apporter une fonction urbaine à part entière, une fonction logistique, une fonction de service, mais également une fonction à travers le bâti. Et donc l'hôtel logistique des Ardoines incarne cette vision. Vous avez également P4 à Porte de Pantin. On est vraiment dans un autre exercice. Là, on vient occuper un espace interstitiel, une sous-face du périphérique sur une forme ultra compacte. Vous êtes sur 800 m². Pour vraiment une logique de distribution, donc les camions arrivent du périphérique directement, déchargent à l'intérieur et les flux repartent, les marchandises repartent en tournée, en véhicule utilitaire ou en vélo cargo dans Paris, dans l'est de Paris, et puis sur les communes limitrophes de Pantin, du Pré, des Lilas. Et puis, dernier format, Grenier-Saint-Lazare, où là, on vient réinvestir un espace de parking sur des fonctions de micro-stockage et de logistique de proximité, donc vraiment une autre logique. Et ce qu'on peut en tirer finalement à travers cette diversité d'usages, cette diversité d'échelles et de typologies immobilières, c'est un certain nombre d'enseignements. D'une part, on voit qu'il y a des espaces, enfin, la logistique peut prendre des places en ville, c'est possible. La question, c'est quelle est sa bonne place finalement, et on voit que cette place, selon les contextes urbains, elle se ménage, elle s'adapte. On est dans l'immobilier d'exploitation, mais cet immobilier d'exploitation, il faut arriver à tordre le cou des process, à projeter d'autres fonctionnalités, d'autres façons de faire. Et c'est le dialogue qu'on mène avec nos exploitants pour arriver à faire rentrer le process ou à créer de la valeur à travers des sites qui sont très contraints, avec des enjeux d'acceptation extrêmement forts. Et donc moi je dirais qu'on a 3 gros enseignements finalement sur ces projets. Le premier, c'est le temps. C'est des temps longs, c'est des temps de développement qui restent des temps longs dans un secteur qui est la logistique, qui est drivé par l'innovation, où il y a beaucoup d'évolution, beaucoup d'adaptation. Et donc un de ces enjeux de ces projets immobiliers, c'est comment on voit sur le temps long l'évolution des usages, comment on les anticipe. Donc il faut être assez iconoclaste aussi, tout en étant assez réaliste. Donc c'est ce dialogue permanent avec les exploitants qui est indispensable. Et c'est aussi du temps long, c'est-à-dire qu'il y a un rôle pour les investisseurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des exploitants qui ont des besoins de surface. Il n'y a jamais eu autant de besoins de surface pour les opérateurs de la logistique. Dans l'immédiat, on voit que ces besoins de surface, pour y répondre, pour créer une offre, il faut investir. Et ça, c'est un rôle d'investisseur, et je pense qu'on est représentatifs tous les 3 de ce rôle, en fait. C'est-à-dire que c'est un marché qui nécessitera une intervention d'investisseurs qui se projettent sur du long terme, sur des investissements qui sont extrêmement conséquents, avec cette vision long-termiste. Donc ça, c'est le premier.
renseignement. Je dirais le deuxième, c'est bien cette question des contraintes qui obligent à innover, ces enjeux d'acceptation aussi. Donc ça nous fait nous dépasser finalement entre un cahier des charges type et puis ce qu'on va vraiment faire. Mais je pense que c'était le cas de tous nos projets. C'est qu'il faut finalement, la contrainte nous oblige à innover, à voir les choses autrement et pour le meilleur, je dirais souvent, parce que ça oblige notamment cet enjeu d'intégration à la ville. On a des comptes à rendre, on ne vient pas en ville de façon, on va dire, impunément. Il faut aussi être capable d'imaginer comment cette logistique elle rend du service à la ville, quelles aménités elle permet, soit le bâtiment, soit les usages à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment extrêmement positif. Et puis peut-être dernier enseignement, mais c'est un peu la suite logique de tout ça, c'est que ça montre bien qu'il n'y a pas de fatalité. La logistique en ville, on n'est pas obligé de la subir. Elle peut vraiment avoir toute sa place, toute sa légitimité et être une fonction urbaine à part entière. Merci beaucoup. Vous ouvrez en fait l'intervention prochaine parce que vous avez parlé dans votre intervention à la fois de cohérence et puis de la manière dont on fait rentrer la logistique dans la ville et ce qu'elle peut y apporter. Donc je crois que quand on parle de cohérence, on a parlé de maillage, mais de cohérence, d'acceptabilité, ça veut dire aussi planification et ça veut dire qu'il y a aussi un rôle des hommes et des femmes du territoire pour faire des choix. C'est ce qu'on va voir avec vous. Monsieur Defrel, Plaine Commune est un territoire, le territoire que vous représentez, un territoire particulier. C'est un territoire qui, historiquement, a été un territoire industriel, qui a accueilli des sites assez emblématiques et qui accueille aujourd'hui beaucoup de logistique avec un S, puisque vous n'avez pas qu'une seule logistique sur votre territoire, mais plusieurs types de logistique. C'est aussi un territoire multimodal, c'est un territoire qui est marqué par ses infrastructures et puis c'est un territoire qui se transforme, d'abord avec la conversion de la Plaine Saint-Denis il y a quelques années, aujourd'hui avec des ZAC qui vont accueillir des habitants et donc des besoins de logistique urbaine aussi, des nouveaux quartiers. Vous allez accueillir 5 gares du Grand Paris et un grand nombre d'équipements des Jeux Olympiques et Paralympiques. Vous êtes aussi un territoire multimodal et un territoire où beaucoup d'entreprises se sont implantées, parfois leurs sièges sociaux. Alors dans un environnement urbain qui évolue, comment on intègre la logistique? En tout cas, c'est un des enjeux avec la multimodalité que vous avez fixé à votre schéma, à votre stratégie de développement d'une logistique en faveur de la transition écologique. Merci Nathalie, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir invités, nous élus locaux, à partager cette journée avec vous parce que pour nous c'est absolument passionnant d'être là, de discuter avec les acteurs privés, publics, de aujourd'hui la vision que l'on porte sur la question de la logistique urbaine. Car vous l'avez très justement rappelé, Plaine Commune, c'est un territoire aux multiples facettes, à l'histoire très riche. Bien évidemment, c'est un territoire qui a été marqué très fortement au XIXe siècle par une forte industrialisation comme tout l'Est parisien, mais même avant cette industrialisation, c'était un territoire agricole, où l'industrie agroalimentaire occupait une place très prépondérante et Plaine Commune, en tout cas une partie du territoire qu'est Plaine Commune aujourd'hui, était considérée un peu comme le grenier de Paris. Et beaucoup de marchands allaient servir et desservir les marchés forains, notamment dans le cœur de Paris. Donc pour comprendre un peu la place de la logistique au sein de Plaine Commune et de toutes les réflexions que nous portons en tant qu'élus locaux sur cette question-là, il faut comprendre un peu son histoire. C'est un territoire qui a beaucoup muté. Point de départ de cette mutation, vous l'avez sur la photo de gauche, ça a été cette volonté à une époque de 3 maires de se réunir en coopérative de ville et de réfléchir à comment redynamiser justement un tissu industriel très fort et de lutter contre certaines fractures urbaines. Et le Stade de France a été 20 ans plus tard un peu le point de départ de cette transformation du territoire qui a amené de multiples mutations urbaines dont je parlerai juste après. C'est un territoire qui aujourd'hui regroupe 9 villes qui représentent à peu près toutes ensemble 435 000 habitants.
avec des projections d'ici 2030 à 550 000 habitants. Donc on voit qu'en 8 ans, les projections démographiques nous prédisent près de 120 000 habitants supplémentaires. Donc c'est un territoire qui n'arrête pas de bouger, qui est ultra dynamique et qui se densifie énormément. Et donc forcément, l'histoire que l'on a avec la logistique, elle est intrinsèque. Et on a tendance à dire que sans logistique, pas de vie. Puisque la logistique, avec un grand L et un petit S, elle concerne tous les secteurs. On a en face de nous, et ici ce bâtiment en est l'exemple parfait. Ici on est dans une ancienne chocolaterie qui a été transformée, mutée et qui est devenue un lieu événementiel. Le Stade de France est un lieu événementiel. On a des logistiques agroalimentaires. On a de la messagerie qui était un peu la logistique traditionnelle qui s'était implantée sur le territoire parce que finalement notre territoire est très structuré en termes d'infrastructures de transport et de déplacement. On est un territoire de transit, on est un territoire d'articulation. On est traversé, si je puis dire, par des axes routiers importants. On a l'autoroute A1, on est au pied de l'autoroute A1, on a la A86 qui est la petite ceinture, et on a le périphérique qui permet de desservir pour les opérateurs logistiques à la fois le bassin de consommation que représente Plaine Commune, mais aussi le bassin de consommation que représente la métropole du Grand Paris et la région parisienne. On est aussi traversé par des axes fluviaux. On a la chance d'avoir la Seine qui passe sur notre territoire avec 2 ports importants pour nous, même si à côté du port de Gennevilliers, on est très timide, mais on a le port de Saint-Denis et le port de Saint-Ouen. Saint-Denis, qui d'ailleurs sur le port Croisin, on est en train de travailler au développement d'une nouvelle forme de logistique un peu innovante pour redonner à cet axe fluvial une fonction vraiment de logistique vertueuse avec un projet avec Fluidis pour de la livraison de petits colis pour pouvoir desservir le territoire. On a la chance d'avoir un réseau ferré très dense puisqu'on est sur l'axe nord qui dessert Gare du Nord, vous le disiez très justement tout à l'heure. Et aujourd'hui, sur les 48 voies qui desservent la Gare du Nord, aujourd'hui, il y a 99% de ces voies qui ne servent qu'au transport des personnes. C'est déjà pas mal. Mais en termes de logistique urbaine, on peut faire mieux, je pense. Le ferroviaire a été délaissé sur notre territoire et c'est vrai que pour nous, c'est une réflexion que l'on porte aujourd'hui dans nos réflexions. Et enfin, on a un territoire de transit parce qu'on est en hyper proximité quand même d'un hub très important qui est l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et sa zone de fret. Et donc forcément, pour les logisticiens, cette hyper proximité entre notre territoire, Paris, la Grande Couronne et un aéroport international et une zone de fret aussi importante représentent des enjeux. Et c'est pour ça que d'ailleurs, les logisticiens, je pense, se sentent plutôt bien sur le territoire de Plaine Commune. Et aujourd'hui, on ressent une vraie pression foncière sur ce territoire, puisque les terrains se font de plus en plus rares, ça a été très justement rappelé précédemment, et que nous, on a justement cette envie de travailler à cette prévision de comment on travaille les logistiques, les nouvelles formes de logistique urbaine, et aussi de consolider l'existant. Et c'est pourquoi on s'est lancé dans une étude de planification Logiplen, dans laquelle on se fait accompagner par des spécialistes à la fois de la mobilité et de la logistique pour essayer d'anticiper ces enjeux futurs, de voir comment, en tant qu'aménageurs du territoire et à notre échelle, nous pouvons, sur nos champs de compétences, pouvoir maîtriser en lien avec les partenaires, parce que ça ne peut pas se faire contre les partenaires, ça doit se faire avec les partenaires. L'innovation, elle se crée ensemble, elle se pense ensemble et elle se réalise ensemble, dans un seul intérêt. Pour nous, en tout cas, en tant qu'élus locaux, c'est de servir au mieux les habitants et les partenaires économiques qui habitent sur notre territoire et de faire en sorte que cette logistique qui est vitale à la vie de nos territoires, elle se fasse de la meilleure façon, de la plus vertueuse et qui permette l'acceptabilité des habitants. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien aussi que nos enjeux locaux se situent à comment faire en sorte de décarboner nos routes. On a des plans aujourd'hui dans le cadre du PLUI que Plaine Commune porte, des enjeux et une ambition très très forte sur la place de la voiture sur l'espace public et de comment aujourd'hui
on renforce plutôt tout ce qui est déplacement vertueux, donc avec des plans d'avitaillement même sur les énergies aujourd'hui, pour pouvoir aussi accompagner cette volonté d'être dans un mode de déplacement plus vertueux, et ça impacte forcément le secteur économique qui est aussi dans cette logique-là. Donc c'est un travail que l'on doit mener en commun, et Logiplan est un outil qui pour nous est essentiel pour pouvoir réfléchir à ces enjeux de demain et pouvoir demain poser une feuille de route qui bien évidemment se réfléchira et se travaillera sur plusieurs années. On parlait, quand on parle de planification du territoire, on parle de temps long, et donc ça veut dire qu'il faut aussi qu'on puisse accompagner ces changements au fur et à mesure. Et on a des exemples de ZAC qui ont intégré ces nouvelles formes de logistique dans leur foncier, directement à la conception des ZAC, à la conception des nouveaux quartiers, pour pouvoir justement se dire qu'on a la logistique traditionnelle, messagerie, les grandes plateformes, on en a besoin, qui vont être des zones de transit et de dispatch, et ensuite comment on travaille la question du dernier kilomètre au cœur de nos villes, pour faire en sorte d'être sur des modèles à la fois vertueux et socialement intéressants. Et là, on travaille avec tout type d'acteurs, que ce soit privé, l'économie sociale et solidaire. On a les alchimistes qui exposent aujourd'hui et qui ont fait un travail assez remarquable de logistique de bout en bout sur la ZAC d'Étard-Trastin, où ils font de la collecte hippomobile des biodéchets, par exemple. Voilà, donc c'était un pari, parce qu'en milieu ultra dense, faire circuler un cheval pour collecter des biodéchets, c'était pas un pari gagné. On s'est un peu confronté à cette surprise, notamment avec les automobilistes, mais finalement, en prenant vraiment toute cette chaîne logistique dans son ensemble et en y intégrant tout le monde et toutes les parties prenantes, on est arrivé aujourd'hui à un modèle qui fonctionne et qui répond vraiment à un besoin localisé et qui permet de limiter le recours aux camions, voitures, pour venir collecter ces déchets qui sont transformés d'ailleurs sur place dans un périmètre de 500 mètres alentour. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et puis on a des enjeux urbains demain qui sont liés au JOP, à l'arrivée des JOP, à l'arrivée de ces nouvelles gares du Grand Paris Express, qui nous posent de véritables challenges qui sont vraiment passionnants et sur lesquels voilà, ce travail mutualisé va être bénéfique et nous permettra demain de penser cette logistique en milieu urbain très dense. Merci beaucoup, Monsieur Defrel. Vous avez évoqué la planification, et finalement la planification qui permet d'intégrer, d'être un territoire d'expérimentation, un territoire d'atterrissage d'innovation. Vous avez parlé aussi d'un territoire multimodal et d'un territoire grenier. Alors évidemment, Monsieur Marcillot, quand on parle d'un territoire grenier, on pense, et d'un territoire multimodal, on pense à la résonance en fait entre Plaine Commune au nord, je dirais, et Grand Orly Seine-Bièvre au sud. Vous êtes le premier territoire logistique métropolitain en termes de dynamique logistique. Vous êtes aussi l'EPT le plus grand avec 24 communes, 700 000 habitants et 50 000 entreprises. Et puis vous êtes un territoire de forte attractivité de la logistique, mais un territoire aussi où se pose, comme sur tous les autres territoires urbains, la question de la desserte de vos quartiers et la desserte aussi de la dynamique commerciale de vos quartiers. Vous accueillez de très grands équipements emblématiques, multimodaux. Vous accueillez également des infrastructures de desserte locale, nationale, de transit. On a presque cette résonance entre vos deux territoires. Vous êtes aussi un territoire logistique historique et donc vous vivez en direct les évolutions de la logistique et les enjeux qui la traversent. Et notamment dans ces enjeux, la multimodalité, l'acceptabilité de la logistique et la connectivité aussi des sites et leur couplage. Alors comment parvient-on sur une EPT multimodale à être acteur de ces actions, de la place de la logistique et de l'accueil de la logistique? Alors, merci Nathalie. Alors, effectivement, comme vous l'avez dit, je suis là j'ai 3 casquettes, donc je vais prendre 18 minutes, c'est ça? Non, quand même pas. Non, rassurez-vous, je vais prendre que 6 minutes comme mes collègues. Je suis avec une casquette de maire de Rungis. Maire de Rungis, sur notre territoire, on accueille le plus grand marché du monde. On accueille un des plus grands logisticiens d'Europe, la Sougariste. On va bientôt accueillir le plus grand logisticien du monde, qui est Goodman, puisqu'ils nous ont déposé récemment un permis de construire. Mais tout ça m'amène à dire, sur cette casquette de maire, on a besoin de l'aide,
de l'État. On se sent un peu seul. Ce matin, Geoffrey, mon ami Geoffrey Boulard, disait la métropole du Grand Paris est là pour aider les maires. C'est vrai que de temps en temps, quand on a une commune comme la mienne, juste vous rappeler, 5600 habitants, 40 000 emplois. Alors beaucoup me disent, quelle chance tu as, tu es très riche. C'est vrai qu'on est une commune immensément riche, tant mieux pour nous, mais bon, ça nous fait quelques contraintes. Merci madame, et merci à beaucoup d'autres de faire que cette commune fonctionne comme elle fonctionne aujourd'hui. Mais malgré tout, on a besoin, lorsqu'on a de nouvelles implantations, et en particulier les implantations logistiques, comme celle qui va bientôt arriver, peut-être, on ne sait pas encore, comme celle qui va bientôt arriver, on a besoin que l'État, on a besoin que la métropole nous aide. Parce que je vais être un peu provoquant en disant que sur notre territoire, donc effectivement, deuxième casquette, je suis vice-président de l'EPT 12 en charge de la logistique et du fret. Et sur ce territoire, on a fait un schéma logistique territorial, parce que comme vous le disiez très justement, on est un territoire historique au niveau de la logistique. Mais aujourd'hui, les infrastructures logistiques de notre territoire sont un peu désuètes. Si on regarde le marché de Rungis, puisque on parlait de ça tout à l'heure, le train des primeurs, tout le monde en a entendu parler. Alors personne ne l'a jamais vu. Moi, je le vois passer de temps en temps maintenant, mais bon, c'est un peu l'Arlésienne, même s'il ne vient pas d'Arles, mais il vient d'un peu plus bas. Et pour le coup, le train des primeurs, aujourd'hui, si on veut qu'il perdure, il faut réfléchir à une autre logistique pour ce train-là, et une logistique multimodale. D'où la transformation de la gare du marché de Rungis en gare multimodale. C'est un projet qui est lancé, c'est un projet qui est dans les tuyaux, mais la Cemaris ayant la chance, c'est l'État, la Cemaris, donc forcément, ils peuvent peut-être avoir des facilités que d'autres n'ont pas, et donc le déblocage des crédits pour ce changement de gare en gare multimodale de la gare de Rungis, c'est fait peut-être plus rapidement que d'autres choses. Et je pense à d'autres projets qui sont portés par le PT12. Je me tourne vers Nathalie, avec qui je bosse, enfin pas au quotidien, mais on bosse régulièrement sur ces sujets-là, bien évidemment. Et du schéma territorial, la gare de Villeneuve-Saint-Georges, aujourd'hui, énorme gare Villeneuve-Saint-Georges, mais aujourd'hui, il faut la transformer, il faut en faire autre chose. Aujourd'hui, cette gare-là, pour pouvoir la transformer, il faut que l'État, il faut que la SNCF, il faut que beaucoup de monde se mette autour de la table pour que là aussi, il y ait une certaine multimodalité qui se fasse avec la Seine qui est au pied de Villeneuve-Saint-Georges. Voilà. Tous ces projets-là, je vais être un peu provoquant en disant que depuis ce matin, on entend beaucoup parler de foncier et d'indisponibilité de foncier en proche couronne. Je pense que le foncier, pour nous en tout cas, je pense à l'EPT 12 bien sûr, il est là, il existe, mais si l'État ne nous aide pas à un moment donné à faire de l'accessibilité à ce foncier. Aujourd'hui, ma problématique, c'est comment est-ce qu'on accède et comment est-ce qu'on repart et comment est-ce qu'on va vers Paris pour qu'on accepte, nous les maires, nous les territoires, d'avoir sur notre territoire, en proximité de Paris, des grands logisticiens comme vous, ou comme ce matin, ce que j'entendais parler dans toute la logistique de ce matin. Moi, je suis prêt à signer le permis de construire de Goodman demain matin, à condition que l'État m'aide à ce qu'ils accèdent mieux à la 86, à ce qu'ils repartent mieux de notre territoire. Et pareil, aujourd'hui, je montrais tout à l'heure, on a encore une demande de permis de construire d'un autre logisticien sur Rungis. Pourquoi pas ? Vous allez me dire, quand on a 40 000 emplois, 600 de plus, 600 de moins, c'est provoquant ce que je dis. Mais c'est un peu ça l'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, accepter ces grandes structures sur le territoire de l'EPT 12 ou sur la commune de Rungis, je suis d'accord. Mais l'État ne se met pas autour de la table avec nous. L'État ne nous aide pas à fluidifier la 86, à fluidifier la 106 qui va à Orly. J'ai oublié aussi que sur une partie de ma commune, il y a une partie de l'aéroport d'Orly. Donc voilà, je l'avais oublié. Mais bon, il m'en voudrait, mais il n'y a personne d'ADP. Et monsieur le président de l'ADOR, vous ne leur direz pas que j'avais oublié. Merci. Et donc pour le coup, voilà. Donc si vous voulez, cette mutation du territoire, qui, comme vous l'avez dit, est un territoire historiquement logistique, elle ne peut se faire, mais on ne peut se faire qu'avec l'aide de l'État. Et on ne la fera pas, nous tout seuls, maire dans notre petit coin ou EPT dans notre petit coin. Merci beaucoup. Monsieur Marcillo. On voit la planification, on voit que c'est pas simple, mais c'est aussi en prévoyant, en cherchant la cohérence, en cherchant la connectivité, qu'on permettra d'accueillir ces innovations. Et il y a des outils
des outils notamment du droit de l'aménagement et de l'urbanisme. Donc, Madame Renet, peut-être votre étude accompagne les acteurs du Grand Paris. Vous en avez fait une spécialité. Vous participez à la révision du PLU de Paris et vous accompagnez les acteurs dans les projets et tous les enjeux et les mutations auxquels ils sont confrontés. Dans ce cadre, vous avez travaillé sur la logistique et c'est même votre sujet phare de l'année 2022. Donc, quels sont les enjeux juridiques dans le domaine de la planification qui peut fournir un outil à tout ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant? Merci Nathalie. Alors, je vais reprendre les propos de Sonia. Mais ça ne l'étonnera pas. En fait, ce qu'il y a d'intéressant en matière... Alors là, je vais faire du droit, excusez-moi. Hein, c'est moins passionnant que tous ces grands projets, ces beaux projets à la fois d'aménagement du territoire ou de construction. Mais bon, le droit, des fois, ça peut servir, surtout quand il est bien utilisé. Et donc, en fait, ce qu'il y a d'intéressant en matière de logistique, c'est que, en fait, et en simplifiant les choses, on a un peu, je dirais, 3 grands temps dans le domaine de la planification urbaine et la logistique. Dans un premier temps, ce que je considère, de la même manière que Sonia finalement, c'est que la logistique urbaine est une sorte d'impensé du PLU et des documents d'urbanisme. Et en fait, la logistique urbaine, on la retrouve dans des zones d'activité ad hoc qui auront été mises en place par les collectivités territoriales ou à l'occasion d'opérations d'aménagement qui traiteront de cette question. Mais il n'y a pas, on va dire, dans les PLU, enfin dans les POS au départ et les PLU, une vision globale de ce que c'est la logistique. Et puis, ce qu'on constate à partir des années 2010, et c'est quelque chose qui émane surtout des collectivités territoriales, c'est que, en fait, plus des collectivités territoriales, finalement beaucoup plus que l'État, c'est que la logistique, c'est une fonction de la ville, c'est une fonction de la ville extrêmement importante et qu'il faut la penser sur son territoire. Et donc, les collectivités ont commencé, dans leur PLU, à réfléchir à des moyens de traiter et de réglementer la logistique urbaine. Alors, je donnerai l'exemple de Paris, parce que c'est l'exemple que je connais le mieux. Donc, dès 2006, puis surtout en 2016, en fait, la ville de Paris a en fait de la logistique une fonction fondamentale qu'il fallait penser à l'échelle du territoire. Et donc, dans ce cadre-là, elle a utilisé les outils qui existaient à l'époque dans le Code de l'urbanisme, à savoir, bien sûr, des zonages ad hoc, puisqu'il y a une zone de grand service urbain où de la logistique est autorisée, mais également sur la globalité du territoire, un certain nombre d'outils permettant le développement cohérent et permettant aussi de faciliter la réalisation de projets logistiques, avec deux outils intéressants qui sont des périmètres de localisation d'équipements logistiques, donc qui ont permis de mailler le territoire et de réaliser un certain nombre d'ouvrages dans ce cadre-là, donc avec un fondement juridique qui, je ne vais pas vous donner les articles du code, si vous voulez je répondrai à vos questions après, et également en faisant de la logistique ce qu'on appelle un SINASPIC, c'est-à-dire un établissement, une installation nécessaire au service public et d'intérêt collectif. Et donc en faisant un SINASPIC, avec cette idée que en fait, la logistique répond à un besoin d'intérêt général sur son territoire, elle a mis en place des règles spécifiques pour faciliter leur implantation. Donc avec, par exemple, des règles d'espace libre beaucoup moins sévères que pour d'autres types d'activités. Et donc, ça a permis de donner vie, de donner cohérence à la logistique, notamment urbaine, au sein d'un territoire comme la ville de Paris, et de lui permettre de se développer. Alors, la difficulté, c'est qu'en 2016, le Code de l'urbanisme est modifié et
patatras. En fait, certes, la logistique est citée dans les dispositions du Code de l'urbanisme, mais elle est citée dans une seule et même sous-destination qui est entrepôt et logistique, où on fait finalement de cette sous-destination une même entité avec laquelle on peut développer que des règles spécifiques sur cette même entité. D'où le fait que ça repose des difficultés et ça nécessite de se réinterroger. Mais ce qu'il y a de très intéressant et ce qui va, à mon avis, être un des enjeux des prochains PLU en cours de révision, c'est que l'État, je pense, a compris l'enjeu de traiter dans les documents d'urbanisme de la logistique. Et fin 2019, dans la loi d'orientation des mobilités, a introduit à l'article, alors là je le cite, L151-16, parce que je trouve que c'est extrêmement intéressant, et dans un article en plus qui est intéressant, qui est l'article qui existait pour traiter du commerce de proximité, qui est quand même aussi un enjeu extrêmement important dans les villes. Et dans ce même article, un autre paragraphe, juste en dessous, eh bien, l'État donc offre maintenant aux collectivités territoriales, dans le cadre de leur PLU, le fait de pouvoir réglementer de manière spécifique la logistique, puisque le Code vous dit que le règlement d'un PLU peut également délimiter dans les zones urbaines ou urbanisées des secteurs dans lesquels la préservation ou le développement d'infrastructures et d'équipements logistiques est nécessaire et définir le cas échéant la nature de ces équipements ainsi que les prescriptions permettant d'assurer cet objectif. Donc on voit qu'on fait de la question de la logistique un enjeu urbain fondamental et on donne les clés aux collectivités d'avoir l'imagination nécessaire pour permettre de les préserver et de les développer de manière cohérente. Donc je pense que c'est un enjeu et un défi très très intéressant pour les collectivités territoriales.